Micro test. El trofeo tan anhelado por un pueblo. Il y a le collé, vous avez mon filet, moi ça me va vacances. El trofeo tan anhelado por un pueblo. El trofeo tan anhelado por un pueblo. Esto que acabó, on va changer. El trofeo tan anhelado por un pueblo. El trofeo tan anhelado por un Olha só as pueblo. taxas, olha só as taxas. El trofeo tan anhelado por un pueblo. Que batou. Que batou. El trofeo tan anhelado por un pueblo. 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 Bonjour à tous, merci de votre fidélité à nos programmes. Vous êtes sur nos antennes BleuSat, votre émission de brief qui prend les commandes pour vous informer. Écoutez, la joie est grande sur ces plateaux pour vous accompagner, surtout vous présenter le prochain 60 minutes riches en émotions, mais surtout avec des analyses, des arguments, des contre-chocs, évidemment, suivre dans ce nouveau programme de débrief. Autour de moi, je reçois Daniel Kabonga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel et merci. C'est un plaisir d'être là et je salue également tous ceux qui nous regardent et voilà, tous ceux qui sont amoureux de la grande émission, le débrief. Et je vous rappelle que Daniel a noté, je crois que ça sera pour enrichir pas des adages. en quelque sorte. Malheureusement, ce ne sont pas des adages. Heureusement, je suis le seul qui contrôle tout ce qui est adage. En tout cas, sur ce plateau, pour compléter le casting, justement, j'accueille Gévoni Moulumba, notre spécialiste en tactique. Comment ça va? Très bien, Léo. Merci également à Daniel qui est là et à tous ceux qui nous suivent toujours. Les plaisirs pour nous d'avoir été avec vous pendant ces 35 jours déjà consommés et surtout de continuer encore pour les 4 derniers matchs et cette dernière semaine, en tout cas, de cette Coupe du Monde. Au rendez-vous total, on parlait des 104 matchs à suivre sur les antennes de BleuSat. Maintenant, il nous reste que 4 derniers matchs.
et pour clôturer complètement la 23e édition de cette Coupe du Monde de 2026 au programme. France-Espagne, première affiche de demi-finale à suivre ce soir à partir de 20h. Regardez bien, comme à ma gauche et à ma droite, ces deux messieurs vont vous accompagner. Et Gévoni sera évidemment à la commande pour vous présenter cette affiche France-Espagne. Et Daniel Kabwanga sera là pour les analyses d'un match à multiples duels, on rappelle. Au-delà des collectivités que les deux équipes vont présenter, il y a par exemple le choc qui va se passer entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé, mais aussi sur les bancs de touche, oui, les meneurs de staff, Didier Deschamps pour la France, et puis De La Fuente pour l'Espagne du tout, qui sera le vainqueur de ces duels, je rappelle, France-Espagne dans les cadres de demi-finale de la Coupe du Monde. Dans les face-à-face, on vous amènera dans un autre débat qui peut-être couronner les entraîneurs. Est-ce que les grammages sont réservés aux grands entraîneurs? Ce sera le débat dans quelques instants avant la fin de votre émission Débrief. Débrief, émission préparée par nos ingénieurs Hercule, Meshach, Jonathan et puis Cham Okita. C'est l'équipe réunie en tout cas cet après-midi pour nous permettre d'errer sur la partie de fabriquer cette émission. Je suis Lionel Swingolo. Débrief, les débats sont ouverts. El trofeo tan anhelado por un pueblo. Bonne arrivée si vous nous rejoignez. Vous êtes sur les antennes de Bleussat, votre émission au débrief. Je le disais en amorce tout à l'heure, France-Espagne, c'est l'affiche à suivre ce soir à partir de 20h, heure de Kinshasa. Match à suivre sur nos antennes. Première affiche de demi-finale. On va commencer par donner la parole au sélectionneur français Didier Deschamps qui, au-delà des qualités de son équipe, il ne manque pas l'occasion évidemment de reconnaître les atouts de l'adversaire Didier Deschamps. Je vous propose de le suivre. De la méfiance, le respect, la considération du sélectionneur français vis-à-vis des adversaires. Évidemment, on rappelle la France qui jouera l'Espagne de Gévoni, Moulumba. Au-delà de tout ce qu'on va évoquer par la suite de cette affiche, les individualités, Mbappé, on peut citer autant Lamine Yamal, mais avant tout, ça reste un match de football. D'abord, place à la collectivité. France-Espagne, pour vous, est-ce que ce n'est pas la meilleure affiche de demi-finale? Ouais, c'est l'une des meilleures affiches de cette demi-finale, sans oublier l'autre également qui est une meilleure. Mais quand c'est l'Espagne et la France qui se retrouvent, surtout qu'on connaît leur histoire, des équipes qui ont remporté sur les 4 dernières éditions au moins une Coupe du Monde. J'ai pas de l'Espagne qui a remporté en 2010 et de la France qui était en 2018. Mais quand on regarde surtout aussi le parcours de la France à la Coupe du Monde, c'est une 3e année de suite où ils sont en demi-finale et où ils peuvent encore rêver jouer une nouvelle finale ou une 3e de suite. Et deuxièmement, il y a cette histoire avec la Ligue des Nations et l'Euro où ils se sont également affrontés. Ça part à l'avantage des Espagnols. Ça montre que c'est des équipes qui ont toujours été au dernier carré de grandes compétitions et qu'ils se retrouvent. On ne va pas oublier leur classement FIFA où l'Espagne est en deuxième position, la France en 3e. Donc ça reste une demi-finale proche vraiment en termes de l'histoire, en termes de résultats, en termes de la régularité également, mais aussi en termes d'individualité parce que c'est des équipes qui possèdent... Mais au-delà, on va quand même rappeler la confrontation entre les deux équipes n'a pas commencé à la Ligue des Nations, moins encore... à la Coupe du Monde, la seule fois la France s'est imposée à l'époque de Zidane, mais il y a toute une histoire derrière ça. Ce que ça fait, quand on regarde évidemment les contenus que proposent les équipes, on va dire c'est des équipes qui se connaissent. Se connaissent pratiquement bien. Aujourd'hui, on peut commencer à parler du derby. Aussi, il faut exagérer de classico européens en termes des nations africaines parce que ça fait un bon bout de temps que ces deux équipes commencent quand même à se côtoyer l'une contre l'autre et les confrontations deviennent de plus en plus nombreuses et tout ça constitue bien sûr l'histoire. Mais après, je me dis, toutes ces confrontations dans le passé, ça permet quand même aux équipes actuelles des matchs comme ça qui vont se jouer surtout en demi-finale.
Après, je pense très bien que bon, la France, avec toutes ses qualités individuelles, collectives, cette équipe, en tout cas, joueur du FC Barcelone, à cette Mais ça a toujours époque-là, été le cas. exactement, à cette Toujours. époque-là, c'était le milieu qui était beaucoup plus dominateur. Et ce qui prouve à suffisance, bien sûr, c'est but marqué par Iniesta en 2010. Oui. Moi, je me dis, bon, en termes de régularité, de maturité à cette compétition qui est la Coupe du Monde, la France part toujours favorite. Mais une question à tous les deux. En termes de contenu, après la dernière confrontation entre les deux équipes, qu'est-ce qui a changé de part et d'autre? On a l'impression que c'est plus la France qui s'est améliorée en faisant appel à des nouveaux joueurs aussi qui ont bien répondu. On va citer peut-être Olysée qui n'était pas lors de la dernière confrontation sur les deux équipes. Mais qu'est-ce qui a changé à gauche comme à droite? Bon, déjà, il y a une baisse de régime de certains joueurs, même s'il y en a de ceux qui remontent aussi. Parce que quand on regardait le dernier match, il n'y avait pas un Alex Baena de l'Atlético Madrid qui était... Est-ce que c'était un tout aussi important pour cette équipe? Peut-être en termes de l'actualité, oui, mais en termes de niveau, par exemple, on aurait voulu avoir un Nico Williams titulaire dans cette équipe-là. Qui est toujours dans les groupes quand même. Qui est dans les groupes, mais qui n'a plus le même niveau. Par contre, quand vous regardez la France, vous l'avez dit, ils sont montés crescendo. Vous avez Kylian Mbappé, qui, plus les années passent, plus il devient encore bon. Vous avez Ousmane Dembélé aujourd'hui qui a compris ce qu'on lui reprochait hier parce que c'était un joueur qui était moins décisif mais qui était beau techniquement. Mais aujourd'hui, il est et techniquement bon et décisivement bon. Football champagne. Il football champagne. Et puis en termes de buts encaissés, ils n'ont encaissé qu'un seul but oui. sur les 6 matchs déjà joués. Donc ça montre que c'est une équipe constante, une équipe qui sait pourquoi elle est là, mais une équipe qui a également les atouts, pas seulement offensivement, mais défensivement aussi, qui peut faire la différence. On a l'impression, Daniel Kabouanga, l'équipe de l'Espagne à Wendry, voilà, qui a perdu quand même quelques grands repères. Et oui, je venais à citer Nico Williams, mais qui n'est pas son top niveau. Est-ce que c'est plus avantageux, cette situation avantage plus la France que l'Espagne avant ces matchs? Bon, même si Nico Williams était au meilleur de sa forme, je ne pense pas que voilà, c'est là désavantagerait les Bleus, parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu des progrès de part et d'autre. Des progrès du côté de l'Espagne, c'est en termes de cette forteresse défensive qu'ils ont pu justement instaurer dans leur équipe nationale. Ils prennent peu de buts. Ils ne savent pas perdre aussi des matchs. Et après, c'est là, voilà. Mais est-ce que ça ne sera pas l'attaque française comme mesure absolue pour un petit peu changer le niveau de la défense tout à fait. Moi, je pense très bien que ce match arrive au point justement pour confirmer, bien sûr, cette bonne dynamique positive de l'attaque française qui marque à chaque match, qui a la possibilité de se trouver des situations même lorsque le match semble être compliqué. Et moi, j'attends vraiment patiemment ce match pour voir à quel point et jusqu'à quel niveau cette attaque de la France est capable, je crois, de faire mal à l'adversaire, parce que là, on se retrouve face à une des meilleures défenses de cette Coupe du Monde. Il ne faudrait pas aussi oublier les progrès réalisés par la France. Je suis en train de les dire. Oui. Sur le plan offensif, il y a des progrès énormes, ce qui justifie aujourd'hui peut-être le changement des systèmes de Didier Deschamps, qui était vraiment adepte du 4-3-3 depuis bien longtemps, mais déjà depuis le début de cette Coupe du Monde, on a remarqué qu'il voilà, il a adopté un autre schéma tactique qui est le 4-2-3-1 ou les 4-4-1-1 avec un Michael Olysée juste derrière Mbappé. Oui. Exactement, parce qu'il avait commencé cette compétition 4-4-2 avec Mbappé et Dembélé devant, mais il a compris que voilà, il faut pouvoir utiliser chaque joueur dans son rôle pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. C'est ce qu'il a essayé d'échanger. Et aussi défensivement, il faudra le dire, parce que la France n'a encaissé, si je me trompe, que 2 buts dans cette compétition. Donc ils ne sont pas si loin. Exactement, un but. Donc il n'y a pas un grand écart entre les deux équipes sur le plan défensif, mais je crains encore pour les latéraux français qui, pour moi, au-delà peut-être de cette forteresse défensive instaurée dans cette équipe de la France, les latéraux, en tout cas, pour moi, ça reste encore d'autres points à craindre. On doit quand même saluer la compétition de Lucas Digne, et qui d'ailleurs lui permet aujourd'hui de signer avec le Paris Saint-Germain. Il y a des qualités à gauche comme à droite. Eh bien, on va se plonger dans ces débats des individualités énormes dans les deux équipes. Mais d'abord, écoutons Didier Deschamps, puisque lui-même a reconnu, et quand on a ces groupes-là, farcis des talents, il n'est pas toujours évident de faire des choix. Didier Deschamps.
c'est plus dur que ça encore dans le foot. Encore une fois, Didier Deschamps, sélectionneur français en conférence d'avant-match. Giovanni s'est partagé une question. Quel choix qu'il porterait pour composer avec Rabiot au milieu de terrain? Est-ce qu'il portera le choix sur Tchouaméni ou Koné? Lui-même, il nous explique évidemment la difficulté qu'ils rencontrent les entraîneurs parfois quand vous avez beaucoup de joueurs, de bons joueurs à un poste, mais qu'il fallait faire les choix. Est-ce que vous comprenez un peu sa difficulté? Oui, je le comprends parce que lors du dernier match 5-4 entre l'Espagne et la France, Tchouaméni était sur le banc et c'est Koné qui avait commencé les matchs. Quand on regarde sur cette Coupe du Monde, les deux derniers matchs, Tchouaméni avait des problèmes physiques, c'est Koné qui a joué. Surtout, on regarde le match de quart de finale de Koné, on se dit oui, il aura des choix difficiles. Tchouaméni n'est pas seulement un joueur ordinaire pour l'équipe de France, c'est un cadre, c'est l'un des capitaines de cette équipe-là de France. Parfois, c'est des moments où il faut discuter. Je pense qu'un joueur comme Tchouaméni, il aimerait jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Il aimerait encore rejouer ces matchs-là. Il aimerait être sur les bancs, à mouiller les maillots. Mais maintenant, il y a le choix entre est-ce qu'il faudra continuer sur la dynamique qu'a mis en place Koné, qui a joué des matchs très difficiles, surtout celui du Paraguay, ou alors il faudra remettre Tchouaméni pour... en parlant de Tchouaméni, c'est là où il y a peut-être le doute pour le sélectionneur, parce que lui, il revient de des matchs sur les bancs de touche. Et surtout, c'est suite à une blessure. Est-ce qu'il ne va pas perdre un temps d'élan? Ça reste un cadre qui n'a pas déçu lors de ses 3 premiers matchs. C'est ça maintenant le problème. Il a fait 3 très bons matchs au début de cette compétition. Il a eu un peu physique. Est-ce que le fait que Koné ait fait des bons matchs obligerait le coach à mettre Tchouaméni sur les bancs? Ça reste un choix. Mais que ce soit Koné qui joue ou Tchouaméni, moi je pense que la France aujourd'hui, sur tous les postes, ils ont en tout cas des doublures qu'il faut. Vous avez parlé de Lucas Digne, mais c'est pas lui qui avait commencé cette compétition. C'est Théo Hernandez qui a commencé. Et encore, c'est là que ça fait la différence entre l'Espagne et la France, parce qu'ils vont jouer avec une ligne défensive très différente du dernier match où il y avait Clément Lenglet, où il y avait Konaté, Kaloulou et Théo Hernandez. Aujourd'hui, on a Koundé, Lucas Digne, Upamecano et Saliba. Donc déjà ça change même en termes de philosophie. Donc ça permet aux autres même de respirer. Alors qu'avec l'Espagne on a cette même ligne défensive. Non, même s'il n'y a pas aujourd'hui Dunaïsen et les Normands qui étaient là lors du match 5-4, il y a maintenant Koubarsi et Laporta, mais les deux latéraux Pedro Porro et Cucurella étaient déjà là. Mais je pense que c'est des choix difficiles, mais le coach doit assumer et respecter surtout les vestiaires, parce que c'est très important de gagner avec un vestiaire qui est uni. Oui, c'est vrai, au départ de cette Coupe du Monde, on s'est posé des questions. Comment il fera, puisqu'il a en même temps les ballons d'or, qu'il avait un problème de temps de jeu, qu'il fallait changer la configuration, etc. Est-ce que c'est ça pas aussi la difficulté qu'ont 2 entraîneurs quand il faut proposer un 11 de départ alors qu'on n'a que des talents sur les bancs de touche? Bah oui, c'était vraiment évident que Didier Deschamps se retrouve face à un problème des riches dans son effectif. Exactement. Mais quand vous êtes sur une compétition comme la Coupe du Monde et vous envisagez de la gagner, il faut aller avec des joueurs comme ça. Alors après, il va revenir au coach de pouvoir prendre quand même des bonnes décisions, parce que si vous avez des meilleurs joueurs et des très très bons joueurs et que vous ne savez pas sortir des ressources qu'il regorge en eux justement pour pouvoir faire des résultats, ça va compliquer à un certain moment. Et moi, j'ai aimé bien sûr la réaction immédiate des Didier Deschamps lorsqu'il a vu qu'au premier match, il y avait en tout cas des difficultés en Dembélé de pouvoir s'adapter au système qu'il avait mis en place, et directement il a changé les choses. Et Dembélé aujourd'hui se retrouve dans une position où il a la possibilité de faire des différences, d'être décisif, de marquer, de faire marquer ses coéquipiers. Aujourd'hui, Olysée, n'en parlons pas, il a cette facilité égale. Tout à fait. Aujourd'hui, Olysée qui avait commencé sur le côté se retrouve dans l'entre-jeu, bien sûr, comme meneur de jeu, et dont la connexion avec Mbappé est tellement magnifique qu'il a la possibilité de trouver Mbappé qui est un finisseur extraordinaire. C'est en l'espace de 15 minutes. Voilà. Justement, ils étaient tout proches. Exactement, de remonter tous les scores. Donc je pense que sur ces matchs-là, ils n'avaient pas démérité. Et dire que voilà, cette équipe est en train de progresser, moi je me réjouis parce que ça arrive à cette table de compétition dans une forme extraordinaire. Surtout Léo, qu'il a trouvé une solution, Daniel l'a dit, avec Barcola et Doué, parce que
que tout le monde s'est demandé qui va être titulaire dans cette équipe-là de France. Mais aujourd'hui, les deux sur les 6 précédents matchs, ils ont été titulaires sur 3 matchs. Donc ça n'a mis personne en difficulté. Et à chaque fois, ils sont entrés et ils ont apporté ce qu'ils pouvaient. Ça laisse même des solutions à Lyon Riquet, l'entraîneur de Paris Saint-Germain, qui aussi gère ces deux joueurs talentueux. On parlait évidemment des choix opérés par Deschamps, mais qui fait des victimes. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Cherki, par exemple, n'a pas assez de temps de jeu. Lui aussi, un génie qui peut apporter beaucoup à cette sélection française. Alors, au-delà de la collectivité, mais il y aura les débats dans les individualités. On cite, côté français, Kylian Mbappé, qui écrase tout dans cette Coupe du Monde, déjà avec 8 réalisations. Mais de l'autre côté, il y a Lamine Yamal avec un seul but, des fois homme du match, mais qui semble un petit peu porter l'équipe de l'Espagne. Est-ce que Lamine Yamal, ce n'est pas cette clé-là qui ne peut que ouvrir la porte de la France? C'est lui la menace. Si aujourd'hui on peut se voiler la face, mais après, lorsque les Français vont aller sur le terrain, ils ne resteront qu'avec des mauvais souvenirs de Lamine Yamal, la façon dont il les a malmenés sur les derniers matchs. Lucarne, tout à fait, ce magnifique but pour ouvrir le score sur ce match-là. Exactement. Après, ça reste toujours un facteur X, comme je l'ai toujours dit en équipe d'Espagne. C'est un joueur extraordinaire, capable de faire des différences. Aujourd'hui, que ce soit en équipe de Barcelone ou en équipe d'Espagne, là où, en fait, plusieurs menaces viennent de la part de Lamine Yamal qui a la possibilité de créer. Et si vous voyez bien le jeu des Barcelonais ou encore le jeu des Espagnols, quand ça joue au milieu du terrain, on se retourne toujours du côté de Lamine Yamal parce qu'on sait que c'est un joueur capable de pouvoir affronter son adversaire dans les 1 contre 1. Il ne fuit pas son adversaire. Par contre, quand il a les ballons, il affronte l'adversaire. Et c'est ce qu'on demande beaucoup plus chez lui. Au-delà de son jeune âge, de sa technicité, de sa façon à dribbler, je pense qu'il reste en tout cas un atout majeur pour cette équipe. Mais il a démarré, on va parler de Kylian Mbappé également, qui a été cité, c'est la star côté français, on en parle avec Giovanni, mais une dernière question sur Lamine Yamal. Il est arrivé pas à 100% de sa forme physique, parce qu'on rappelle, il était blessé avec le FC Barcelone. Est-ce que maintenant il est prêt? Je dirais oui, parce que voilà, il ne joue pas le premier match. Le deuxième match, il fait 45 minutes. Il joue le premier match. Il ne joue pas. Il entre en jeu. Exactement. En toute fin des matchs, le deuxième match, il a 45 minutes qu'il joue. Il joue une mi-temps, il marque un but. Le troisième match, il commence à enchaîner. Je pense très bien que pour un joueur qui revient de la blessure, il a déjà pris le goût de la compétition. Donc pour moi, c'est vrai, on peut dire qu'il n'est pas au meilleur de sa forme, mais ce qu'il nous fait sur le terrain ne reflète pas, bien sûr, son état physique. Donc il reste tout de même dangereux. Et moi, je me dis, à cette étape de la compétition, surtout dans la phase d'élimination directe des compétitions, c'est là que Lamine Yamal devient tellement dangereux que si vous n'avez pas en tout cas des solutions pour l'arrêter, il risque de vous faire très très mal. Voilà, il y a des éloges, même côté français à Didier Deschamps qui disait, bon, c'est difficile d'arrêter Lamine Yamal. Des éloges pour reconnaître évidemment ce qu'il peut apporter à cette équipe espagnole. Mais en parlant de Lamine Yamal, pour terminer, avant d'aborder Kylian Mbappé dans quelques instants, hier on fait ces débats, il y a ces déclarations de Lamine Yamal en dehors du terrain, tout ce qui ça crée des polémiques, etc. Mais hier, il était en conférence d'avant-match dans une salle archi comble. La salle était en tout cas pleine pour venir entendre ce que Lamine avait envie de dire. Est-ce que quelque part, là je vous accorde 30 secondes pour réagir, est-ce que ce n'est pas aussi la presse qui provoque ou c'est aussi une presse qui aime entendre, évidemment, ces polémiques, ces pics de Lamine Yamal? Mais quand vous êtes une star et que vous êtes déjà habitué à ce jeu-là, eh bien, la presse s'invite à votre jeu. Donc, moi, je ne dirais pas que voilà, c'est la presse qui va aller provoquer Lamine Yamal. La presse cherche à faire des exactement, il s'est donné à ce jeu-là depuis bien longtemps et la presse s'y invite. Et lorsque la presse s'y invite, voilà, on va commencer à taper sur la presse comme quoi, voilà, ce sont avec des questions tendancieuses qui vont aller chercher Lamine Yamal, mais après il faudra reconnaître que voilà, c'est le gamin lui-même qui a commencé son petit jeu de pouvoir provoquer des gens, lancer des pics avant des grands matchs comme ça. Et pour moi, je comprends facilement que peut-être c'est une façon pour lui d'être décontracté avant le match, d'enlever le stress, la frousse autour de lui, donc tout ce qui peut le distraire, de se mettre peut-être dans des conditions un tout petit peu à l'aise pour aller jouer ce match comme il se doit. Mais surtout être à la hauteur justement, au-delà de déclarations faites en dehors du terrain. Kylian Mbappé, c'est 8 buts dans cette Coupe du Monde.
En tout cas, je le disais, il écrase tout, il est déterminé, le sent match après match. Et un autre joueur qu'on voit sur terrain, est-ce que ça sera à lui seul de faire ces matchs contre l'Espagne? Pas du tout, parce que derrière, il a Doué qui peut marquer, il a Barcola qui peut marquer, mais il a également Ousmane Dembélé qui a 5 buts, il a Michael Olise qui a 5 pas décisifs, donc il n'est pas le seul atout majeur pour cette équipe française. Mais à la différence peut-être de Lamine qui, voilà, il a commencé cette saison, plutôt cette Coupe du Monde en état blessé. Mais après, il s'est mis également la pression de ces leaders-là qu'il veut devenir ou qu'on veut le faire devenir dans cette équipe-là. Mais l'Espagne, ce n'est pas une équipe qui joue avec un seul joueur. Dans toute l'histoire de l'Espagne, on n'a pas vu une équipe d'Espagne qui compte tire sa sur, force, ça tire sur le collectif. Mm. Ça tire, et surtout, la force de l'Espagne a toujours été son milieu du terrain. Là où ça pose problème, parce que quand vous prenez du match passé où il y avait Zubimendi, Merino et Pedri, aujourd'hui, on a mis Rodri qui est rentré et Olmo qui est également là. C'est des profils très différents et c'est ça qui pose peut-être problème pour cette équipe d'Espagne. Mais pour Kylian Mbappé, 8 buts, il ne s'est pas seulement marqué, il s'est également distribué parce qu'il a 2 pas décisifs dans cette Coupe du Monde, 3 pas décisifs plutôt. Donc ça montre que c'est un joueur aujourd'hui qui a su comment répondre efficacement aux critiques. Au lieu de venir faire des déclarations aux médias, il le fait sur le terrain parce que c'était parmi les joueurs qui étaient critiqués pour l'équipe de France. On parlait de son implication en tant que capitaine, en tant que leader, mais là, il a montré sur cette Coupe du Monde que oui, Kylian Mbappé peut être critiqué, mais Kylian Mbappé sait jouer au football. Maintenant, ça va être sur le terrain. Oui, Lamine Yamal, c'est une menace, mais il a aussi l'une des mauvaises statistiques de cette Coupe du Monde. C'est le joueur qui a perdu le plus de ballons dans cette Coupe du Monde. Et ça, c'est très dangereux quand vous jouez contre des équipes comme la France qui ont des atouts, qui vont vite. Des ballons Dès qui que tu peuvent perds coûter, les ballons, la récupération est parfois beaucoup. difficile parce qu'il en a vraiment la charge. Un duel à suivre avec beaucoup d'attention entre Kylian Mbappé d'un côté et Lamine Yamal de notre côté. À deux, en tout cas, ils peuvent porter leur équipe vers la qualification. Ça sera pour la finale de cette Coupe du Monde 2026. On marque une courte pause parce qu'on va retrouver Gévoni qui nous présentera le probable 11 de départ pour les deux équipes. Restez avec nous. On était même en train déjà de le dire, Lionel, sur ces matchs. En tout cas, même si la disposition ne pourrait pas être celle que vont utiliser les deux entraîneurs, mais du côté Espagne, on a la certitude qu'ils vont aller en 1-4-2, 1 et 3 de devant avec Baena sur un côté. Lamine Yamal, lui, on parle de lui, qui sera beaucoup attendu dans ces matchs, et Oyarzabal qui est meilleur buteur de cette équipe, même si là il venait de faire 2 matchs de suite où il n'a pas marqué. Ça inquiète un peu pour le meilleur buteur espagnol qui avait aligné 17 matchs où il était décisif, et là il fait 2 matchs où il ne marque pas. Mais le milieu du terrain, ça pose encore des questions. Après le match de quart de finale où on avait vu à ses postes Fabien Ruiz et qui était d'ailleurs buteur, est-ce qu'aujourd'hui face à la France, on va refaire confiance à Pedri
qui est le métronome également de ces milieux, qui est le distributeur, qui est le maître à jouer, qui est celui qui apporte plus d'esthétique, avec la maîtrise de Rodri aujourd'hui, qui est pour beaucoup le meilleur joueur espagnol sur cette Coupe du Monde. La défense, elle n'a pas changé. Oui, Pedro Porro a pris la place de Lorente en poste de latéral droit depuis le début de cette Coupe du Monde. Lorente qui était là contre les Cap-Verts, mais qui a perdu cette place. Koukouré, là, ça fait des matchs qu'il est titulaire à ce poste-là. Laporta qui est revenu aujourd'hui aux côtés de ces jeunes garçons qui est en train de nous sortir une Coupe du Monde exceptionnelle. On parle bien du défenseur du FC Barcelone, Pau Cubarsí, qui nous sort une Coupe du Monde catastrophique, ou plutôt exceptionnelle, une Coupe du Monde de grands joueurs, de joueurs expérimentés, alors que lui, il est à ses premières compétitions internationales avec l'Espagne, qui n'était même pas titulaire lors du dernier match France-Espagne, parce qu'il y avait du Naïtienne. Et les Normands, dans les perches, le gardien de Real Sociedad, qui met, il faut le dire, sur le banc des très bons gardiens, de l'Athletic Bilbao, excusez-moi, qui met sur le banc le gardien du FC Barcelone, Joan Garcia, et aussi les gardiens d'Arsenal, Raya, qui sont champions avec leur équipe. Mais lui, son expérience et sa manière de gérer ces cages-là montrent qu'on peut toujours continuer à compter sur lui, parce qu'il n'a encaissé qu'un seul but dans cette Coupe du Monde. 5 clean sheets pour cette équipe. Mais dans l'ensemble, l'équipe espagnole n'a marqué que 11 buts dans cette Coupe du Monde, et pour encaisser un. On va changer pour parler de cette équipe française, et oui, qui est également bonne défensivement. À la différence d'Espagne, c'est Quadrillo a encaissé 2 buts dans cette Coupe du Monde, un contre le Sénégal et un autre contre la Norvège. Et depuis, ils n'ont plus encaissé. Mike Maignan qui continue à prouver qu'on peut compter sur lui, même si lui, à la différence de Simon, il n'a pas vraiment des vrais concurrents. Brice Samba, oui, qui s'est barré, Risser également, mais Mike Maignan reste le gardien prolifique et qui mérite d'être titulaire. Luca Digne, on a parlé, qui a mérité toute sa place en mettant Théo Hernandez sur le banc. La charnière Saliba ou Upamecano qui met aujourd'hui plutôt Lucas Hernandez et Konaté, le joueur du Real Madrid, sur le banc, parce que Konaté était titulaire lors du match face à l'Espagne, a perdu 5-4. Jules Koundé, lui, on le connaît aujourd'hui, passé par beaucoup de postes à la défense. Il s'est joué à la défense centrale, aujourd'hui latéral droit, et qui fait ses preuves depuis cette Coupe du Monde. Mais le débat sera au milieu du terrain. Rabiot peut être rassuré de sa place, mais qui va jouer à ces postes? Est-ce qu'on va remettre Manu Koné, ou alors le doyen Aurélien Tchouaméni va récupérer sa place? Ça pose des questions, mais cette équipe va plus compter sur cet homme, Michael Olise, même si à chaque match il ne sort pas des grandes prestations, mais il reste aujourd'hui le meilleur passeur de cette Coupe du Monde, avec sa connexion avec Kylian Mbappé, qui est en tout cas très prolifique, des passes à couper les lignes, qui font qu'aujourd'hui, ils ont la meilleure ligne d'attaque de cette Coupe du Monde. Ils ont mis 16 buts dans cette Coupe du Monde, avec Kylian Mbappé qui en compte à lui seul 8 buts marqués, et Ousmane Dembélé, les ballons d'or, qui en compte 5. On a parlé de l'alignement de joueurs, mais là, Didier Deschamps a semblé trouver des solutions sur cette ligne, avec Dembélé et Olise qui ont retrouvé. Et lui, on parle de lui, c'est Désiré Doué, qui prend ces couloirs-là à gauche de l'équipe de France. Est-ce que c'est lui qui sera titulaire, ou alors on va mettre Barcola? Mais on rappelle, lors du 5-4, c'est lui qui a été titulaire, et on semble aller vers ces choix-là. Mais sur le banc, quand on analyse les deux équipes, l'équipe de France a encore plus d'atouts, entre Barcola qui peut toujours entrer, Cherki qui peut également entrer, Manu Koné. Mais l'équipe d'Espagne a l'un des meilleurs subs de cette Coupe du Monde. On parle de Michael Merino, qui a marqué sur les 2 derniers matchs, qui peut toujours venir faire la différence, et Ferran Torres également, qui peut apporter du son neuf devant, sans oublier les milieux du terrain avec Fabian Ruiz également. Donc les deux équipes ont des atouts, et sur terrain et sur le banc. On sent un match qui est parti pour nous donner encore un spectacle très bon. La meilleure attaque avec la France, la meilleure défense avec l'Espagne. Ça sera une bataille entre ces deux. Absolument, même si sur la bataille de meilleure défense, ça joue à qu'un seul but, puisque vous l'avez rappelé, la France qui a encaissé 2, alors que l'Espagne un seul but. On va remonter un petit peu le temps justement avec cette image qui va nous proposer évidemment l'ingénieur Mechack, André Iniesta, marqué évidemment ce but historique avec l'Espagne. On voit tout ça en image.
Et c'était à la 16e Fiesta et qui a permis à l'Espagne de soulever son premier trophée. Allez, on va voir l'affiche du jour, ces matchs que vous allez suivre sur nos antennes. À partir des 20h, l'Espagne jouera la France. Première affiche de demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Le programme est là. Ne bougez pas, restez-nous déjà à 19h30, prise d'antenne avec Gévoni Mouloumba aux commandes de Daniel Kabouanga pour les analyses. 20h juste, coup d'envoi de cette affiche. Vous le voyez à travers vos écrans. France qui jouera l'Espagne. On va profiter pour vous proposer les tableaux de meilleurs buteurs de cette compétition, dominée par Lionel Messi et Kylian Mbappé qui compte à chacun 8 buts. Voilà tout ce qu'on peut vous dire essentiellement de cette affiche qui est à suivre déjà ce soir sur nos antennes. Allez, pour la suite de l'émission, je vous dis, on continue. Bonne arrivée si vous nous rejoignez. On continue, on poursuit votre émission, le débrief. Messieurs, on va encore une fois remonter les temps avec vous ensemble. Je vais vous proposer quelques belles réalisations qui marquent le demi-finale de l'histoire de la Coupe du Monde. On va aller ensemble avec le junior Méchac. On voit d'abord cette l'Italie contre l'Allemagne. C'était parmi les meilleures éditions également. Cette équipe portugaise-là qui venait d'une finale de l'Euro en 2004, qui a joué une demi-finale en 2006. Donc c'était également émerveillant. Et c'est là, à cette époque où il n'y avait pas encore la VAR, où il n'y avait pas encore des technologies, où il n'y avait pas encore les chiffres qui primaient au spectacle. Oui. Et il y avait les beaux qui connaît l'histoire de la Coupe du Monde. Et ça encore, quand je regarde, il n'y a pas l'Espagne sur ces billets. La fête nationale. La fête nationale de la France, en tout cas, il y a beaucoup de signes qui montrent sur les gâteaux. Ça fait cette fête, cette célébration à la France qui joue, on rappelle l'Espagne. En tout cas, ce serait... On fait plaisir évidemment à un de notre équipe, il s'appelle Méchac. Je le vis danser. Il n'a vu aucun de tous ces buts. Malheureusement, trop jeune qu'il est, le pauvre. Bon, bref, on va voir rapidement les affiches, les tableaux qu'on peut marquer dans cette édition. Et on peut voir ça en illustration, les statistiques d'estimation en tout cas, des réalisations de buts. Et on prend quand même une catégorie des éditions de la Coupe du Monde. Et bien, on constate qu'évidemment, c'est l'édition de particularité de cette Coupe du Monde 2026. Surtout, Léo, c'est une Coupe du Monde qui a vu beaucoup de records être battus, qui a signé un doublé de suite en match éliminatoire direct, battant les records coup sur mais aussi des Maradona comme le joueur. Donc, ça montre que c'est une Coupe du Monde. D'ailleurs, Maradona l'a fait en quart de finale. Il signe un doublé. Il y avait même ce but, la main de Dieu. Tout à fait. Marqué de la main, et ensuite en demi-finale, la même édition, il signe un doublé. Il devient l'un des milieux du terrain à mettre 6 buts sur une seule Coupe du Monde, donc ça montre que c'est une Coupe du Monde qui est partie de record en record, et qui dire de Kylian Mbappé aujourd'hui qui devient le meilleur buteur en match éliminatoire direct, de Léo Messi qui... Donc c'est une Coupe du Monde 2026 qu'on peut surnommer c'est pas encore fini, il nous reste encore 4 matchs. Non mais il y a déjà beaucoup de records battus lors de cette Coupe du Monde. En fait, pour moi je dirais peut-être pour Mbappé c'est pas encore fini parce que la dernière édition il marque 8 buts. Aujourd'hui il est à 8 buts. Pour moi j'aurais voulu qu'il puisse battre son propre record. C'est que Messi a fait pour la dernière édition. Pour la dernière édition. Exactement. Il a battu. Alors ce qui est vrai c'est que les 4 matchs qui nous restent encore, il y aura encore plus de records que nous avons déjà vu jusqu'ici. Et pour moi, c'est tout à fait explicable parce que au départ on avait 32 sélections, aujourd'hui on est à 48 avec plus d'équipes. On n'a même pas 32, on est parti de 8 à crescendo au niveau. Exactement. Mais non, on est à 48, c'est tout à fait logique que voilà, les records à 64, ça devient de la folie. Je pense que ça va être gâché le spectacle. C'est mieux de vouloir que les petites nations également découvrent la Coupe du Monde. Mais je pense qu'il faudra que ça soit encore que les éliminatoires soient encore décisifs où les équipes viennent se battre, mais que l'on ne sache pas que voilà, l'Afrique a 20 places, même si je termine 3e, je vais me qualifier pour la Coupe du Monde. Ça va perdre ce côté-là. On donne les armes à l'adversaire, il y aura plus de matchs, on va s'ennuyer.
jouer, ça va prendre plus de temps. Et puis après, voilà, on va même peu perdre le spectacle. On risque Parce que d'avoir voilà, une Coupe du Monde organisée par 5 nations, 4 Voilà. nations. Très bien. Pour, Ça devient un peu encore- bizarre. Quand c'est des mois Pour de le compétition aussi, ça peut nuire non seulement aux spectateurs, mais également aux joueurs qui sont concernés sur terrain. En tout cas, rien qu'avec des stats sur le but, cette Coupe du Monde est dingue. C'est une édition de folie. Allez, il nous reste quelques minutes. Je vous amène vers les face-à-face. Nos intervenants sont là. La Coupe du Monde 2026 achemine lentement et sûrement vers sa fin. Eh bien, il nous propose en tout cas de belles affiches de demi-finale. On en parlait tout à l'heure. France, Espagne, Argentine, Angleterre. Est-ce que, monsieur, je commence avec vous, Daniel Kabouanga, de grands matchs sont exclusivement réservés aussi aux grands entraîneurs? pas forcément. Pas forcément, mais au regard de la réalité qui est en face, je pense très bien que ça tombe que voilà, on a ces grands entraîneurs-là qui, pour moi, ont déjà quand même gagné quelque chose dans leur carrière d'entraîneur. Excepté peut-être Thomas Tuchel qui n'a pas encore gagné avec une équipe nationale un première trophée parce expérience en que Coupe c'est du une Monde expérience, aussi. pas seulement en Coupe du Monde, mais c'est sa première expérience En en sélection. tant que sélectionneur, bien sûr, nommé en janvier 2025 pour prendre justement les rênes de cette équipe d'Angleterre. Il a la lourde tâche maintenant de mener cette équipe à la consécration mondiale. C'est tout ce qu'on attend de lui, mais au-delà de son vécu, au-delà de son histoire, de l'expérience en tant que footballeur et entraîneur, je pense très bien qu'il a déjà quand même gagné quelque chose. Il a joué des finales, il a joué des phases décisives dans sa carrière d'entraîneur. Mais après, voilà, la palme d'or dans ce carré d'as d'entraîneur revient justement à Didier Deschamps. Didier Deschamps qui a passé 14 ans à la tête de cette équipe de France. On ne va pas raconter tout ce qu'il a gagné aujourd'hui avec cette équipe de France. Là où il a pris cette équipe de France et là où il l'a amené aujourd'hui, je pense que la barre est très très haute pour peut-être Zinedine Zidane qui va venir après la Coupe du Monde. Après, de l'autre côté, je pense très bien que les petits poussés de tous ces entraîneurs restent bien sûr Scaloni en termes d'âge. Quand même qui a remporté la dernière édition. Il a remporté la dernière édition, mais cette édition qu'il remporte, on la met à l'actif de Léo Messi et tous ces jeunes joueurs argentins qui étaient en train de jouer parce qu'on a vu le parcours, c'était pas très très convaincant de la façon de jouer, même avant lui, jusqu'ici. personne n'a fait mieux que lui. Il y a même Maradona qui a porté cette sélection en 2006. Exactement. C'était du fiasco. En fait, Maradona l'avait déjà remporté en tant que joueur, mais Oui, entraîneur, mais ça n'a pas marché. Bon, oui. ce qui veut simplement dire qu'on peut être un bon joueur, un meilleur joueur, mais être Mais un pas très très mauvais forcément. entraîneur. Tout à fait. Alors pour Scaloni, lui n'a pas été un très très grand joueur. Il a joué que 3 saisons, 3 années au sein de cette vous ne équipe pouvez pas dire que c'est d'Argentine. la grosse surprise avec cette sélection argentine? Pour moi, ce Scaloni. serait une grosse surprise parce que quand il gagne la Coupe du Monde, il a 44 ans. C'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Il a 44 ans, mais au-delà de ça, il gagne la Copa América avec Léo Messi, qui n'avait pas encore remporté ces trophées avec D'ailleurs, c'est 2 fois l'Argentine. qu'ils ont Exactement. remporté, ouais. 2021, 2024, il en gagne 2 fois. Il revient avec la Coupe du Monde. Pour moi, il a peut-être battu le record des précocités parce que quand on le nomme en 2017, directement 2018, Voilà. il a la Coupe du Monde. 2021, 2018, il va, je crois, en demi-finale. Et puis 2022, d'abord 2021, il gagne la Copa. 2022, il gagne la Coupe du Monde. Et puis la Copa encore en 2024. Pour moi, c'était un entraîneur qui a quand même battu les records des précocités en termes de trophées glanés avec sa sélection nationale. Mais au-delà de ça, il a acquis quand même de l'expérience parce que jouer à 2 demi-finales de suite d'une Coupe du Monde, c'est déjà quand même quelque chose qu'il faut saluer. Et à cette étape de la compétition, il partirait favori devant Thomas Tuchel, qui pour moi sera peut-être considéré comme le petit poussé de tous ces entraîneurs ou de tous sélectionneurs à cette étape de la compétition. Oui, c'est vrai, quand on parle des grandes affiches, le débat c'est aussi autour de joueurs sur terrain. On a cité Mbappé, Lamine Yamal, mais où placer les entraîneurs, en tout cas, qui ne jouent pas, mais c'est eux qui décident les tactiques, c'est eux qui donnent la forme à leur équipe.
peut-être pour aller vers la victoire. Pour ne pas être d'accord peut-être avec Daniel qui pense que Scaloni il reçoit des éloges parce qu'il y a Messi et tout ce qui va avec. Non, mais après c'est ce que nous on dit. Moi je dis, il ne reçoit pas des éloges. Non, mais où alors ce titre-là il les gagne parce qu'il y a Messi? Non, mais il les gagne parce qu'il a fait ses preuves. Il n'a pas remporté que la Coupe du Monde. Finalissime à 2 Copa América et une Coupe du Monde. Oui, il a eu ses mérites parce que s'il n'y a pas que Messi seul qui est dans les 11, il y a tout un 11 de départ, mais il y a toute une liste de 23. Mais quand même, il a la meilleure génération. Il a quand même une des meilleures générations de l'Argentine. Mais cette génération, attention, il y a eu des entraîneurs qui ont eu des générations meilleures, mais qui n'ont rien remporté. Vous avez par exemple Didier Deschamps, oui, bon en Coupe du Monde, mais très mauvais quand il s'agit des compétitions européennes. Il n'a qu'une seule Ligue des Nations, mais quand il s'agit de l'Euro, ça tâtonne avec Didier Deschamps, il est toujours critiqué. Même à la maison, il n'a pas réussi à la gagner contre le Portugal. Donc ça veut dire qu'il y a des entraîneurs qui ont des difficultés, mais avec des bonnes générations. Mais Scaloni, lui, il a prouvé à son jeune âge qu'on pouvait compter sur lui, sur cette équipe. Mais quand on les voit cette année, ça ne marche pas sur le plan tactique, ses choix ne sont pas toujours meilleurs. Écoutez. Pourtant, c'est pratiquement le même groupe qui mais c'est un groupe qui est vieillissant aujourd'hui. Paul n'est plus en Europe, il est aux États-Unis. Mais il n'a pas fait la transition. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui est vieillissant dans cette équipe de l'Argentine. Si vous me citez des Paul, si vous me citez Messi, citez-moi encore quel autre joueur qui vient ça à part mais qui n'est pas Otamendi, qui n'est pas titulaire aujourd'hui à l'équipe, qui n'est pas titulaire aujourd'hui, qui n'a pas sa place dans les 11 de départ. Moi aujourd'hui, je vous ai dit l'autre fois qu'il y a parfois ce côté où quand on perd, oui c'est les coachs, mais quand on gagne, on veut mettre toute la charge sur le joueur, sans compter ce que font les entraîneurs. Oui, ces entraîneurs-là méritent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de la Coupe du Monde de Thomas Tuchel? Qui n'a pas critiqué Thomas Tuchel sur le choix de ses joueurs? Aujourd'hui, qui peut les pointer du doigt pour avoir amené cette équipe jusqu'en demi-finale? Qui peut pointer du doigt sur Tuchel sur le choix qu'il fait pour gérer ces groupes-là et pour les garder frais? On voit comment il utilise ses ailiers. Tantôt c'est Saka qui joue, tantôt c'est Gordon. Il y a un groupe qui est en confiance, il y a tous les joueurs qui savent qu'à tout moment je peux jouer et ça c'est l'entraîneur. On peut dire Jude Bellingham a marqué, on peut dire Harry Kane a marqué, mais c'est parce qu'il y a un coach qui permet à l'équipe de garder sa fraîcheur, qui tourne et sa défense. Il n'y a pas deux entraîneurs qui font ça. Mais qui critique Thomas Tuchel? Ce sont ses joueurs propres qui le critiquent. Non, attention, on ne va pas aller loin. On va pas aller loin. Que ces victoires-là ne vous trompent pas sur le choix tactique et la façon de coacher de Thomas Tuchel. Parce que Harry Kane l'a bien expliqué. Il a dit, il est avec nous aux entraînements. Il va se qu'on donne aux entraînements. Il veut qu'on reproduise la même chose sur le terrain. Mais parfois, c'est difficile parce qu'aux entraînements, nous sommes nous-mêmes. Mais sur le terrain, on rencontre des joueurs difficiles. Et c'est normal. Mais toi, tu es entraîneur, mais tu dois comprendre cela. Mais tu comprends cela. Il tire le meilleur de chacun. Il tire le meilleur de chacun. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe-là, anglaise, au-delà de toutes les difficultés qu'on a relevées sur l'avant-Coupe du Monde, elle prouve que oui, aujourd'hui, quand on met l'affiche Argentine, Angleterre, je ne pense pas qu'il y aura 80% qui vont dire que l'Argentine va gagner l'Angleterre. Ça, c'est du skid. S'il y a des c'est parce que Thomas Tuchel a fait le travail. Et quand on parle de Scaloni, oui, les gars, et vous savez encore, c'est très difficile ou facile, par exemple, de gérer Pedri, Lamine Yamal, que de gérer Messi. Parce que c'est quelqu'un qui, même le monde du football sait que Messi, il a tout gagné, il a tout fait. Quand tu es entraîneur de Messi, toi-même, tu te poses des questions, qu'est-ce que je vais lui dire par rapport à la tactique? Ça montre que ces gars, il a su gérer un groupe où il y avait Messi, où il y avait Di Maria, où il y a eu Dybala. Et on se rappelle des critiques qu'il a réussi sur sa gestion de Paolo Dybala et tout ce qui va avec. Mais il n'a pas cédé à ça. Il a continué. J'ai une question à tous les deux, puisqu'il ne reste pas beaucoup, 2 minutes. Est-ce que la difficulté pour les entraîneurs, ce n'est pas le fait que, oui, l'adversaire est aussi supérieur au top niveau? Mais est-ce que les problèmes, ce ne serait pas aussi les choix des hommes? Quand on a par exemple ce qui se passe avec la France, on a des bons joueurs sur le terrain, sur les bancs de touche, et qu'on en a aussi dans une autre équipe. Est-ce que ce n'est pas ça la difficulté des entraîneurs dans les choix? Le plus grand problème avec les entraîneurs aujourd'hui, c'est qu'en avance, on leur choisit un 11 de départ. C'est ça le problème. Parce que quand vous avez Didier Deschamps... Qui choisit à leur place? Mais aujourd'hui, on parle plus des chiffres, on parle plus des buts, on parle plus des passes décisives. Mais il y a aussi la presse en partie qui peut faire des propositions.
laissez-moi finir ma logique, cher Lionel. Quand tu as un Didier Deschamps qui fait sa liste de 26 joueurs et que vous voyez dans la liste, il y a Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, vous tous vous attendez à ce que ces deux joueurs-là soient titulaires. S'il amène un 11 de départ où il met Mbappé et Ousmane Dembélé sur les bancs, même s'il gagne, il sera critiqué. Et c'est ça la difficulté des entraîneurs. On a critiqué l'entraîneur portugais de mettre Cristiano Ronaldo sur le terrain, mais c'est les mêmes personnes qui ont critiqué Santos d'avoir mis Cristiano sur les bancs contre le Maroc. Vous comprenez que c'est déjà ça la grande difficulté parce que aujourd'hui on met plus les noms en avant que les talents ou l'apport de ce joueur-là sur une équipe. Qui ne voudrait pas que Lamine Yamal, même blessé, même avec un pied, soit titulaire dans un match? Parce que le côté business aujourd'hui prime et ça dérange les entraîneurs à mieux faire leur travail. Oui, est-ce qu'ils ne sont pas condamnés à ça ou il faut peut-être chercher des équipes où il y a moins de stars pour que l'entraîneur reste la vedette de l'équipe? Aucun entraîneur au monde ne pourra peut-être aller dans une compétition avec des joueurs médiocres. Donc tous les entraîneurs du monde tels qu'ils sont là voudront bien sûr avoir des meilleurs joueurs dans leur sélection. Et on ne va pas dire qu'aujourd'hui, que voilà, parce que la France se retrouve avec de meilleurs joueurs à tous les postes, que Didier Deschamps aujourd'hui ne peut pas être critiqué pour peut-être les joueurs qu'il va mettre sur le terrain. Non, mais non, c'est lui qui sélectionne ses joueurs. C'est lui qui veut avoir les meilleurs joueurs pour aller chercher des meilleurs résultats parce qu'on veut de lui des meilleurs résultats. Et donc, il ne doit pas se retenir pour dire que non, comme l'autre est meilleur que l'autre, je vais prendre celui qui est meilleur, celui qui est médiocre, comme ça quand ils seront au sein de l'équipe, celui qui est meilleur va jouer, celui qui est médiocre va rester sur les bancs et je n'aurai pas de critiques. Mais non, ils sont appelés à faire ce travail-là, à gérer les groupes qu'ils ont à leur quotidien. Mais après, on pourra toujours les critiquer pour les choix qu'ils vont faire sur le terrain. Pourquoi? Parce que quand vous avez des meilleurs joueurs, il faut donner les meilleurs des résultats sur le terrain. Que ce soit dans la manière de jouer, que ce soit dans la manière de marquer des buts, que ce soit les résultats que les gens attendent à la fin de chaque explication. Alors pour moi, je me dis peut-être pour revenir sur les cas de Thomas Tuchel aujourd'hui, il sera toujours critiqué parce que quel que soit ce qu'il est en train de faire dans cette Coupe du Monde, cette équipe d'Angleterre n'est pas toujours rassurante. Regardez la façon dont ça gagne de matchs. C'est au forceps que ça gagne des matchs. Il faut se remettre sur certaines individualités pour aller gagner des matchs. Il faut compter sur tel ou tel pour aller gagner des matchs. Des choses sont toujours contestées à chaque match. Quelle est cette équipe nationale qui à chaque match a fait toujours les turnovers? C'est ça le problème aujourd'hui. Qui a fait des bons changements. C'est ça le problème aujourd'hui. Je suis en train de parler. On doit les critiquer. Aujourd'hui, on a le droit de critiquer Tuchel parce qu'il n'a pas encore fait ce que son prédécesseur a fait pour cette équipe d'Angleterre. Il va me dire, non, prenons le parcours de Gareth Southgate. Gareth Southgate qui a quitté cette équipe de l'Angleterre. Mais ce n'est que des phases décisives, même s'il ne parvient pas à gagner des trophées. Mais jusqu'ici, Thomas Tuchel n'a pas encore accompli ce que Gareth Southgate a fait pour cette équipe de l'Angleterre. Il est en demi-finale de Coupe du Monde, mais il n'a pas encore gagné un trophée. Et c'est là qu'il a pris l'équipe. C'est à lui maintenant. C'est à lui maintenant. Non, mais en fait, le problème, c'est des débat là. Non, mais je te dis. Mais je vous dis. pas encore arrivé. Et c'est pour ce n'est pas encore arrivé. Mais Tuchel aujourd'hui en demi-finale. Non, mais la demi-finale ne veut pas dire que voilà, on doit t'acclamer. Parce que l'autre est quand même arrivé en demi-finale à plusieurs fois, même s'il perd des trophées, il arrive en finale. Toi, tu n'es pas encore arrivé en finale. On ne doit pas t'acclamer, monsieur. J'ai une demande spéciale à faire à l'ingénieur Méchec de nous accorder une minute pour départager ces deux messieurs. Une dernière question, 30 secondes pour terminer. Alors, est-ce que par moment, les entraîneurs ne sont pas victimes du jugement des fans ou quelquefois aussi de leurs propres joueurs? Est-ce que dans des grandes affiches, comme ce soir déjà, ça démarre avec les affiches de demi-finale, les entraîneurs ne jouent pas-ils leur avenir? Parce que regardez ce qui s'est passé après déjà cette Coupe du Monde, combien d'entraîneurs ont été limogés? Est-ce que ce n'est pas dans des grandes affiches où ils jouent leur avenir en même temps? Vous avez 30 secondes et puis je vais conclure. En toute logique, je pense que dans ces genres de matchs, vous êtes en demi-finale, c'est à vous de sortir aussi votre intelligence et votre génie, votre expérience. Parce que tout ce que vous avez fait tout au long de votre carrière d'entraîneur, c'est ici que vous devez le sortir. L'entraîneur peut risquer d'être limogé? En demi-finale, on peut dire, au regard des demi-finales qu'on nous présente aujourd'hui, avec des équipes qui sont, je crois, meilleures sur le plan mondial,
Donc sortir à cette table de la compétition, à moins qu'on puisse aller réveiller les cadavres qui sont dans votre placard pour telle chose ou telle autre que vous aviez fait dans le passé et qui peut peut-être influencer votre résultat, à moins qu'on aille ressusciter vos cadavres. Je pense très bien que mais à cette table de la compétition, si on peut se baser sur le tournoi, la compétition Coupe du Monde, je pense qu'il est vraiment difficile qu'on puisse relever un entraîneur ou un sélectionneur de son mât, à part bien sûr Deschamps qui avait déjà annoncé qu'il partirait après la Coupe du Monde et qui partirait pour moi par la grande porte parce que c'est déjà arrivé en demi-finale pour moi. Après c'est déjà quand même une aussi. réussite pour qu'on vous alignez 3 demi-finales de suite, c'est pas quand même donné à tout le monde. Donc à cette étape de la compétition, c'est aussi un match des entraîneurs, c'est à eux de prendre des risques lorsque les choses ne vont pas marcher. C'est vrai, les choix des entraîneurs seront toujours contestés, on ne sera jamais d'accord à 100% pour telle autre chose qu'un entraîneur ait fait, mais à cette étape de la compétition, je pense que ça leur revient le droit de pouvoir prendre tous les risques qu'il faut pour gagner des matchs. Kabouanga, vos 30 secondes pour terminer, il a dit, ce sont des grands matchs aussi faits pour les entraîneurs, autant que les joueurs dans des grandes affiches. On a parlé Mbappé et Yamal qui cherchent à entrer un peu plus dans l'histoire. Est-ce que c'est aussi le cas pour les entraîneurs? Oui, aujourd'hui, un gars comme Tourelle peut également être sur la table de ceux qui ont gagné et la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Oui, Didier Deschamps, par contre, va sortir par la grande porte, je ne sais pas, pour nous qui aimons le football, mais pour les Français, ils auraient voulu que Didier Deschamps ait gagné aussi l'Euro, par exemple, sur les années qu'il a passées, parce qu'il en a joué autant et il n'en a pas gagné. Par contre, c'est lui qui, si aujourd'hui il arrête, va sortir par la meilleure grande porte, c'est Scaloni, parce que lui, il a et la finalissima et la Coupe América et la Coupe du Monde, vous ne lui reprochez de rien. S'il laisse cette équipe d'Argentine, c'est lui qui vient après lui. De La Fuente, une pression, mais après de la Fuente, pour moi, je me dis, il a déjà réussi sa Coupe du Monde parce qu'il prend cette équipe-là trop jeune et inexpérimentée. Il gagne déjà l'Euro, il gagne une Ligue des Nations et il est aujourd'hui en finale d'une Coupe du Monde. Il est passé par le I-15, il a remporté l'Euro I-15, il a remporté l'Euro I-19, il fait son histoire avec l'Espagne. Et moi, ma plus grande peine ici, c'est que ceux qui font les jeux sont parfois mis en arrière-plan par rapport aux statistiques. On va beau parler de Wibi de Mbappé, de Wibi de Messi, mais ceux qui font le jeu, ceux qui se battent et ceux qui sont critiqués quand ces équipes-là, parce qu'aujourd'hui Messi avec ses 8 buts, si l'équipe perd, on ne va pas parler de Messi, on va parler de l'entraîneur. Voilà. Mais si l'équipe continue à gagner, on va faire la gloire de Messi, on ne va pas parler de l'entraîneur. Et ça, c'est ma peine. Allez, l'émission est terminée. Je vous rappelle le programme 19h30, prise d'antenne sur Bleusat. Vous retrouverez ce beau visage. Gévonier aux commandes et puis on aura Daniel Kabouanga pour les analyses. Match à suivre à partir des 20h de Kinshasa. La France qui jouera. L'Espagne, l'émission est terminée. Merci à nos ingénieurs pour ce travail remarquable. Hercule, fatigable. Meshako, toujours au point. Merci à Jonathan, sans oublier Okita, Cham, sous la coordination de M. Tridon. L'émission est terminée. On se retrouve le soir. Et puis, débrief revient demain. Ça sera avec Daniel Kabouanga. Bonne suite des programmes sur les transports et sur nos autres chaînes partenaires. À très bientôt. ¡El trofeo tan anhelado!